prendre un peu de votre temps pour cette émission et nous suivre sur notre émission justement Tête à Tête. Donc vous étiez plus de 1700 à la précédente émission. Nous sommes ce matin dans le bureau de William Portal, maire de Marguerite et vice-président de Nîmes Métropole, délégué à la mobilité et transport. Marguerite, une petite ville de plus de 9200 habitants qui se situe au nord de Nîmes pour ceux qui ne connaîtraient pas. À la vision et à la réalisation, toujours attentif et fidèle, Benjamin Varon. William Portal, bonjour, merci de nous recevoir dans ton bureau que tu occupes depuis 1989. Oui, mars 1989, effectivement, la date de la première élection au niveau de l'exécutif de Marguerite, bien sûr. Donc on va peut-être s'étonner que je te tutoie, que nous nous tutoyons. Mais nous nous connaissons depuis vraiment plus de 30 ans, puisque derrière, tu as fait partie de cette aventure Marguerite Civisme à l'époque, Exactement. Qui était un souci de citoyens, de réunion de citoyens, qui ont rapidement eu l'ambition de gérer leur ville. Hein. Et donc cette aventure, nous l'avons vécue ensemble, on ne rentrera pas dans le détail. On ne rentrera pas dans le détail. Mais elle a été la base et le fondement de mon action politique au sens philosophique du terme, même si après elle a généré des turbulences, bien sûr. Donc alors pourquoi avoir accepté cet entretien avec nous ? Oh, tout simplement parce que moi je suis pas un élu qui est habitué à la médiatisation de son action politique. Je suis un élu de terrain et donc il m'a paru intéressant d'être en capacité de répondre à des gens qui s'intéressent à l'aménagement du territoire, à l'évolution du bassin d'habitat où nous vivons, à la compréhension de toute la stratification humaine de ce bassin d'habitat. Donc comme je n'ai pas grand-chose à cacher, que je suis un homme de terrain, j'ai été, cette interview, cette rencontre, m'honore complètement. En tout cas, Benjamin Baron et moi-même, nous te remercions. Ça, sache-le. C'est important de le signaler. Oui. Alors, William Portal, donc nous aborderons tous les sujets. Les municipales, la ligne T2, enfin bref, un peu plus que les municipales même. William Portal, pour vous le présenter, s'il fallait le présenter, il est né en 1944 à Marguerite. Le 31 mars. Le 31 mars, à Marguerite. Il a été instituteur pendant de nombreuses années à Marguerite. Toute ma fin de carrière, 20 ans. Donc il est retraité de l'éducation nationale. Alors nous allons y revenir, mais avant cela, vous savez qu'il y a cette rubrique, il se passe toujours quelque chose à Nîmes, mais il se passe toujours quelque chose à Marguerite, puisque tu nous accueilles. Alors il se passe toujours quelque chose à Nîmes. Le Nîmois Vincent Vergne, fromager, meilleur ouvrier de France. L'éducation grogne dans les collèges, annulation du bac blanc dans certains lycées, Philippe Lamour et Daudet. La rectrice Béatrice Gilles, accompagnée de William Portal, a visité 3 classes adaptées aux enfants en difficulté du collège Lucas Sellas de Marguerite. Tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, un petit mot. J'ai apprécié la visite de la rectrice parce que, elle est venue s'intéresser aux enfants, non pas aux enfants qui sont éduqués dans les SECPA. Et les SECPA sont des structures d'accueil éducatives importantes pour ces enfants qui n'ont pas toujours des envergures intellectuelles pour suivre une filière normale, mais qui sont là, et qui sont encadrés par des pédagogues de qualité pour les aider à rentrer dans un système éducatif qui va les amener à un métier ou qui va les amener à un statut social important. Donc c'est une structure éducative très, très importante. Mais en même temps, les parents élus de l'école primaire de Marcieux ont appris que l'inspection académique du Gard avait décidé de fermer une classe. Cette école accueille des élèves allophones, c'est-à-dire des enfants en difficulté scolaire. Cette fermeture de classe verrait les effectifs par classe passer de 25 à 30 ou 31. Qu'est-ce que tu en penses ?
un maire peut agir là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, nous, on peut être actifs. D'abord, de par notre position d'élu. Moi, j'ai déjà siégé à la CDEN. J'ai une élue de mon groupe au niveau du département, puisque ça relève de la compétence départementale. J'ai une élue qui siège, qui est dans mon groupe de conseillers généraux. Et on peut, derrière, être solidaire des parents d'élèves quand la revendication est justifiée. Mais est-ce que le maire a suffisamment de pouvoir pour pouvoir imposer autre chose? C'est-à-dire, le maire est là pour mettre en place des argumentations à partir des arguments dont il dispose pour influer la décision de cette organisation, de cette assemblée importante, et effectivement faire valoir, comme tu viens de le souligner, faire valoir au niveau de sa ville ou de son périmètre, de son bassin d'habitat, les efforts qui sont faits pour accueillir et scolariser les enfants. Moi, j'ai une aire d'accueil des gens du voyage où il y a des effectifs qui sont fluctuants. Donc ils n'iront plus sur le stade. Ah ben, ça c'est une vérité. Mais derrière, je pense, moi je suis quelqu'un de légaliste. Chaque fois que j'ai pu, et dans le contexte intercommunal, on a pu réaliser cette aire d'accueil. Aujourd'hui, on a régularisé cette situation d'affrontement entre populations, entre les ethnies des gens du voyage qui se déplaçaient de manière sauvage et s'installaient un peu n'importe où. Aujourd'hui, ils ont une aire d'accueil et ils ne peuvent plus enfreindre la loi. Et il y a une capacité de combien de... Alors, c'est 23 caravanes, mais c'est dans le contexte d'un schéma départemental qui est imposé par monsieur le préfet, et nous autres, villes de plus de 5000 habitants, nous avons notre quota et nous avons notre aire d'accueil. Et donc tu parles de monsieur le préfet, mais tu l'as marié ici à Marguerite. Effectivement, oui. Donc c'est un préfet avec lequel j'ai des relations un peu particulières. Mais c'est un préfet qui est bien, en règle générale. Voilà, tous les élus m'en ont parlé. Je me garderais bien de dire du mal de monsieur Loga, qui m'a toujours prêté une oreille attentive dans toutes les situations, même dans les difficultés que j'ai rencontrées depuis son arrivée à Nîmes. Je n'en doute pas. Et il a dû vous aider quand même, il a dû aider la ville de Marguerite avec ce territoire zéro chômeur de longue durée porté par la ville et soutenu par Philippe Bertha également, le député. Marguerite et le soutien de l'État. Donc le soutien de l'État, c'est également le préfet. Oui, donc ça c'est un événementiel très important pour nous. Ce projet zéro chômeur de longue durée, il a été, je dois souligner le rôle important du président de la Chambre de la CCI, M. Giraudier, de M. Bertha, qui est à l'origine effectivement, et qui a pensé à la ville de Marguerite, parce que nous sommes un bassin d'habitat très touché par le chômage. 15%. Oh, c'est pas le bon chiffre. On est, nous, beaucoup en dessous. Ce qui a été pris en compte, c'est le chômage du bassin d'habitat. C'est-à-dire que, je vais te dire, Patrick, nous autres, nous avons un potentiel de centralité sur la ville de Marguerite où nous accueillons des gens du chemin bas. Au niveau du point ressources emploi, il n'y a pas que les gens de Marguerite. Il y a des gens de tout ce bassin d'habitat à l'est de Nîmes, y compris les quartiers difficiles de la ville. Donc, Pouce, Cavrières, les Nenons, où il y a moins de chômeurs qu'à Marguerite, mais le taux de chômage est nettement en dessous de 10%. Ah d'accord. Voilà, donc les chiffres sont faux alors. C'est une erreur. Ouais. D'accord. Mais ça a été rectifié le jour de la réunion, où on a eu une réunion très importante, une grand-messe ici il y a quelques jours, avec la présence de monsieur le préfet, bien sûr, et de tous les responsables qui vont supporter l'action. Et on a souligné, notamment avec les gens de Pôle emploi, ce chiffre-là qui n'est pas le chiffre de la ville de Marguerite. Très bien, donc c'est au-dessous, bien au-dessous de 15%. 10 points pour la ville seule. J'ai compris. Voilà. D'accord. Ça, c'est le chiffre concernant le bassin d'habitat. Très bien. Alors, le tribunal administratif de Nîmes vient de rejeter les recours qu'avaient déposés SOR et Suez concernant la délégation de services publics de l'eau et de l'assainissement de Nîmes Métropole. Alors, quel est ton point de vue là-dessus? Alors, moi, mon point de vue là-dessus est très clair. Je crois qu'on ne peut pas contester l'organisation des commissions d'appel d'offres qui se sont mises en place au niveau de Nîmes Métropole
moi je peux en parler en tant que témoin rapproché, que ce soit la DSP transport, que ce soit la DSP concernant l'eau et l'assainissement, que ce soit les délégations de services publics concernant les ordures et le traitement des ordures ménagères. L'organisation de ces commissions d'appel d'offres, elles sont d'une intégrité morale inattaquable. Je crois que voilà le problème. Après, le problème, c'est la bagarre qui existe entre toutes les multinationales et le positionnement des élus. Aujourd'hui, c'est très difficile pour les élus que nous sommes d'enfreindre la loi à ce niveau-là. Donc derrière, il y a des bagarres importantes qui génèrent des turbulences, des transformations. Ce qui veut dire des bagarres importantes, ça veut dire Fournier-Lachaud, toujours la même bagarre? Non, j'en donne. Ça, c'est en dehors. C'est dans le giron des problèmes, ni moi ni moi. Mais au niveau, mélangeons pas tout. Au niveau de l'agglo, c'est certain que ces délégations de services publics ont un enjeu économique très important. Donc elles se bagarrent entre elles. Et l'important pour les élus, c'est de rester vraiment dans la légalité au niveau de ces commissions d'appel d'offres, parce que c'est très dangereux. Je veux dire, on met non seulement notre moralité en cause, mais on met ensuite, il ne faut pas enfreindre les législations qui sont là et qui sont en vigueur. Donc moi, je peux témoigner de la légalité dans laquelle se sont déroulées ces commissions d'appel d'offres. Voilà. Après, le choix, c'est, il y a des critères qui sont bien clairs, il y a des coefficients qui sont affectés à chaque dispositif de la délégation de services publics, et après, il faut trancher. Mais derrière, je serais un élu malhonnête de dire que j'ai pas de confiance dans l'organisation de ces commissions d'appel d'offres, ou qu'elles sont opaques, ou non. Je crois que là, tous mes collègues élus de Nîmes Métropole peuvent pas nier la moralité. Et n'est-ce pas dû justement ce changement de cap à cette fameuse émission qui était à charge, me semble-t-il? Qui était quand même à charge. Oui, c'était une émission qui était une émission à charge, qui était destinée, à mon sens, qui manquait d'objectivité. Voilà, je dirais, on ne peut pas, à charge, c'est difficile, parce que je crois que la liberté de la presse n'est pas à contester, mais il y a des démarches qui sont plus ou moins objectives. Ou peut-être une émission pas très bien préparée de la part du Lachaud. Peut-être, non, je pense, parce que le président de Nîmes Métropole maîtrise ses dossiers, quoi. Je veux dire, il est à la tête d'une majorité relative qu'il faut bien manager, quoi, tout simplement. Très bien. Alors, pour revenir à toi, William Portal, maire de Marguerite, ta famille est politique, c'est UDI, Centre Indépendant. Indépendant. Tu y tiens à ça? Moi, j'y tiens absolument, parce que je ne conteste pas la légitimité des partis politiques, mais derrière, c'est comme ça. Dans ma construction d'homme, de construction d'être humain, la liberté de conscience, c'est tellement important que j'ai jamais supporté. J'étais à l'Éducation nationale, j'ai été syndiqué pendant 39 ans, j'ai enseigné 39 ans dans les collèges, dans les écoles élémentaires, j'ai travaillé 10 ans à l'étranger, mais je ne sais pas, c'est peut-être mes origines très modestes, et mon père, qui avec son certificat d'études m'a inculqué ce sentiment de préserver la liberté de conscience. Et par les temps qui courent, je pense que c'est quelque chose de très 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 important. Et donc, j'ai jamais supporté le carcan des partis politiques. Voilà. Très bien. Alors, venons-en au municipal. Oui. Alors, n'est-ce pas le mandat de trop, à 76 ans, et n'est-il pas temps de prendre une retraite confortable? Alors, c'est une question qu'on peut se poser, mais je pense, et mon entourage m'aurait prévenu, qu'il soit politique, toujours. Quand j'utilise le mot politique, c'est toujours au sens philosophique du terme. Ou mon entourage familial, mes proches, mon épouse, avec laquelle je suis depuis 54 ans, donc m'aurait prévenu si mon amplitude intellectuelle ne me permettait pas de prendre cette décision. Alors aujourd'hui, il se passe
je veux dire, justement, dans ce contexte de liberté absolue de conscience, dans la majorité que j'ai conduite ce mandat, bon, il ne peut pas, bon, les participants, les gens appartenant à cette majorité ne sont pas arrivés à s'entendre. Donc, moi, s'il y avait eu une entente possible au niveau de cette majorité et que on puisse la rendre pérenne, je ne serais pas reparti. Ce n'est pas le cas. C'est la question que je voulais te poser, justement. Voilà, je ne serais pas reparti. Donc aujourd'hui, je ne veux pas, alors je dis pas, je ne conteste pas la légitimité des élus qui vont conduire une liste aux prochaines élections. Simplement, moi je me poserai un arbitre et je dirai, voilà, je suis là, j'ai un bilan qui est un bilan collectif, mais qui est conséquent, et donc je suis là, je le défendrai jusqu'au bout, en tout cas tant que ma capacité intellectuelle me le permettra, et ma santé. Et ta santé, oui. Mais bon, je suis en pleine forme, moi je vais à la chasse, je fais du sport, je suis encore en pleine forme, hein, et donc je pense que ça se voit. Oui, mais bien sûr, pour moi tu n'as pas changé depuis de nombreuses années. Je suis resté avec les mêmes convictions, et puis tant que je suis en capacité d'agir avec la passion, hein, c'est mon village, je suis né là depuis 5 générations, et où alors ça, ceci dit avec beaucoup d'humilité, où je peux constater qu'il y a un bilan important, hein, au niveau de l'évolution de Marguerite. Toi qui as connu Marguerite en 1989, hein, que ce soit la structuration sportive, la structuration culturelle, avec une médiathèque où il y a 6000 adhérents, hein, avec des gens de tous les endroits, avec cette victoire importante au niveau de la mise en place de l'intercommunalité, même si aujourd'hui, eh bien, cette intercommunalité gagne à évoluer dans le bon sens. Tous ces dispositifs qui sont là, moi je suis un intercommunaliste convaincu. Je pense que l'avenir de nos 36 000 communes passera par une véritable mutualisation des problèmes. Très bien. Alors, une année vous sépare entre Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes. Ce dernier est né en 1945 et ce n'est pas trop âgé. Est-ce pas trop âgé pour repartir, lui comme toi, dans un nouveau mandat? Rappelons quand même que tu n'as pas, que tu en es à ton 6e mandat. 6 fois 6 élections. 6 élections gagnées. N'est-ce pas le mandat de trop? Je te posais la question. Alors, vous souhaitez peut-être prendre votre retraite politique en même temps avec Jean-Paul Fournier, non? Écoute, non, les relations que j'ai avec Jean-Paul Fournier sont des relations cordiales, même si nous ne partageons pas toujours les mêmes points de vue sur des dossiers importants ou des situations politiques importantes. C'est vrai que à un certain moment, j'ai souffert du positionnement de M. Fournier par rapport à notre action politique et notre engagement. Et si on voulait parler, par exemple, des dernières départementales, on n'a pas été très élégant avec toi en voulant t'imposer, faute d'avoir pu convaincre et de changer de suppléant à l'époque, l'UMP de l'époque, a investi un binôme sur ton canton de Marguerite, avec le risque de faire perdre la droite. Il ne faut pas l'oublier, ça non plus. Non, moi je vous dis... En plus, tu n'es pas un homme à avaler des couleuvres, quand même. Oui, je ne suis pas... Oui, bon, moi non plus, j'aime pas trop, surtout quand c'est pas des couleuvres, mais que ce sont des anacondas. Hein, donc, je crois que... on a fait face comment? On a fait face... Vous savez, tu sais, moi dans la vie, j'ai un principe de vie. Je préfère être l'agressé que l'agresseur. J'arrive mieux à me positionner, et puis après, ça m'a permis d'apprendre à me défendre. En 3 décennies, on se blinde, on devient... Et donc, ça nous a permis, avec ma collègue Joël Muret, parce qu'il y a eu des misères de tous les côtés qui nous ont été faites à ce moment-là. Le découpage cantonal, Patrick, c'était une misère également. Couper le canton de Marguerite, séparer Manduel de Rodessant. Bon, j'ai rien contre les élus socialistes et je respecte tous les engagements, à part les extrêmes, tous les engagements politiques qui sont en place. Mais bon, la gauche et les socialistes nous ont pas fait de cadeau. Quand ils ont redécoupé ce canton, ils pensaient bien pouvoir le récupérer. Le récupérer et le garder. Bon. Quand on pense que le canton de Marguerite a été coupé de villages comme Saint-Gervasy, Cabrières,
Bezous, vraiment, mais nous, c'est l'essence de notre pôle de centralité secondaire, ces villages. Alors, je respecte complètement les villages de la Vistrinque que nous avons récupérés, Rodian, Bouillargues, Garon, donc c'est des villages qui aujourd'hui sont complètement intégrés dans nos dispositifs et nos dispositions par rapport à notre rôle de conseillers départementaux. Ça se passe bien, mais ça aurait pu nous coûter l'élection. Donc il a fallu se garder à droite et se garder à gauche. Alors là, vous avez fait fort, toute l'équipe, vous avez fait fort. Ça justifie bien mon indépendance par rapport aux partis politiques. Mais il y a eu un remaniement du premier au second tour. Il faut quand même signaler que vous avez fait 51,26% et le Front National contre le 48%. Donc il y a eu un revirement extraordinaire. Alors vous avez dû en battre du chemin à aller. Moi je l'analyse comme ça, ce revirement. C'est que on gagne toujours à être des élus de terrain. Et donc on a occupé le terrain d'abord pendant les 2 premiers mandats, où moi j'ai été le premier mandat dans la majorité départementale avec paix à son âme, cet ami, ce copain qui était Christophe Boucher, qui a dû te rappeler qu'il est décédé d'une maladie, d'un cancer du sang, de la lymphe. Et donc, qui était une pointure, et qui à l'époque, moi j'avais intégré ce groupe de centristes. Voilà. Je pense que je suis bien au centre, complètement au centre, pas au centre droit. Ah, justement, j'allais te poser plutôt au centre gauche ou centre droit? Non, ça dépend des circonstances. Je ne suis pas collectiviste, c'est-à-dire que je suis un libéral modéré. Donc là, on peut dire que je suis plutôt à droite. Et après, derrière, j'ai structuré mon village sur le plan sociétal avec un esprit de centre-gauche. C'est-à-dire que l'égalité des chances, l'égalité des territoires, le respect absolu de l'être humain, le positionnement de l'être humain au centre de l'Union me paraît être d'une importance capitale. Alors là, je suis un peu plus à gauche. Tu penses que c'est beaucoup plus à gauche qu'on arrive à mieux comprendre le peuple? Je pense tout simplement c'est d'avoir passé dans sa construction d'être humain par des situations. Moi j'ai été élevé dans un milieu où c'était j'adorais mes parents vraiment, où c'était la course à la tartine, où il fallait se battre en permanence pour pouvoir faire des études, pour pouvoir acquérir un statut social. Et aujourd'hui, quand j'ai en audience un SDF, une famille monoparentale, une femme dans une situation d'isolement avec des enfants, alors j'ai plutôt tendance à l'écouter et également, tu vois, j'ai les poils qui se dressent sur les bras quand je parle de ça. Je pense que l'humain, dans toutes les actions politiques qu'on est en capacité de mettre en place, l'humain doit prendre le pas sur toutes les décisions. Voilà. Et puis il y a un service d'action sociale qui est important à Marguerite, qui fait un travail extraordinaire. Le centre d'action sociale qui a la présidence des centres d'action sociale du Gard fait un travail extraordinaire. C'est 1 million d'euros de budget. Mon centre socio-culturel également, Escale, qui est un centre social très important, auquel c'est un bébé ça. Auquel je suis très attaché. Ce centre Escale. C'est le plus gros centre social du Languedoc-Roussillon. Ouais. Il a 30 ans lui aussi, non? 30 ans, et derrière une structuration de la vie associative à travers les offices, un jardin ouvrier, une épicerie solidaire avec laquelle on travaille avec la banque alimentaire, un chantier d'insertion, le chantier des Oliviers qui nous a permis de garder un axe social, environnemental avec la création économique, avec la création de la maison de la Garrigue et des terroirs de l'Olivier. Donc aujourd'hui, je dis ça avec beaucoup d'humilité, mais bon, la dernière action en date, c'est cette action sur zéro chômeur de longue durée. Je crois que au niveau de ce beau département, je peux être fier de cette structuration sociale de la ville. Et ce respect, cette attitude non pas que j'impose, mais collective qui s'est développée sur la ville en plaçant l'être humain toujours au centre de l'Union. Parfait. Allez, très bien. En charge depuis 15 ans du dossier Monsieur Transport,
de Nîmes Métropole et maire de Marguerite, coordonne le développement du réseau. Dans le souci permanent de coller aux besoins des usagers, l'agglo relève un défi écologique. Alors, est-ce que justement ces transports sont écologiques? Alors aujourd'hui, ils le deviennent par la force des choses, ne serait-ce que par la volonté du législateur, aux législations qu'on ne peut pas échapper. Et dans toutes les programmations d'évolution de cette mobilité sur le bassin, sur Nîmes Métropole, on est 27 communes aujourd'hui, c'est pas rien, 250 000 habitants. Je crois qu'il y a une volonté forte d'être légaliste et de respecter la loi. C'est-à-dire que aujourd'hui, tous les véhicules qui vont être achetés sont des véhicules qui vont être complètement dans les clous en termes, voilà, exactement, avec un dispositif de méthanisation qui va nous permettre d'utiliser des énergies qui ne polluent pas et plus d'énergie, le moins possible d'énergie minérale qui sont à l'origine des plus graves pollutions. Voilà. Puis, donc il faut savoir que l'agglo, la commission que tu présides, est le plus gros budget de Nîmes Métropole, près de 88 millions d'euros. Oui, c'est cet ordre de grandeur, oui. Donc c'est un budget colossal. C'est une des compétences obligatoires de Nîmes Métropole, donc auquel la métropole et l'intercommunalité ne peuvent pas échapper, comme le développement économique, par exemple. Et donc, effectivement, c'est un souci important, puisqu'aujourd'hui, l'économie, la mobilité et l'habitat, ce sont trois paramètres sociétaux particulièrement importants dans la construction de nos territoires et dans l'aménagement durable du territoire, et qu'on ne peut pas séparer. Il est bien évident qu'aujourd'hui, dans un contexte économique important, l'agglo de Nîmes doit arriver à déplacer ses administrés, en tout cas dans le cadre des déplacements domicile-travail, et puis domicile-loisir également, dans de bonnes conditions. Donc la ligne T2 était indispensable. Rappelons qu'elle partira de Paloma pour rejoindre le centre hospitalier. Première étape, elle va partir de Carremo, de l'entrée de Nîmes jusqu'à la gare, quoi. Et ensuite, derrière, la deuxième tranche qui va aller jusqu'à Paloma, bien entendu, en espérant que je serai en capacité de voir un jour l'extension du TCSP jusqu'à Marguerite, et pourquoi pas jusqu'à Millau et ailleurs. Bon, déjà avec Paloma avec un grand parking quand même, ce qui permettra aux usagers d'aller travailler beaucoup plus, en polluant moins également. Pour les Margueritois, les gens à l'est de Nîmes, Saint-Gervasy, Bezous, ce bassin d'habitat, c'est que du bonheur, parce que les gens vont pouvoir s'arrêter à Paloma, prendre les transports en commun et tranquillement s'acheminer vers leur lieu de travail. Voilà. Et l'intermodalité est également un paramètre important, avec la possibilité d'utiliser tous les modes de déplacement. Et aujourd'hui, le covoiturage, par exemple, faciliter le covoiturage, les déplacements, les itinéraires parallèles qui devraient permettre aux cyclistes. Et moi, j'ai des cyclistes qui partent de Marguerite tous les matins, qui vont travailler à vélo par les itinéraires parallèles. Ils passent par le Mas-Pradin, ils coupent le CD135, ils arrivent au pont de Justice et ils peuvent circuler avec un mode doux en toute sécurité. Donc ce qu'il faut, c'est aménager ces circuits-là. Et puis, on va l'aborder très rapidement. Il y a comment le réseau de transport va-t-il s'adapter à l'arrivée de la gare de TGV, par exemple, Manduel? Alors là, c'est toute une mutualisation de problèmes entre les différentes strates territoriales. Je crois qu'aujourd'hui, il est évident que la gare de Manduel, là où elle se trouve, va générer, elle génère déjà des velléités de développement économique. Il y a un bon nombre d'entreprises qui viennent s'intéresser sur la façon dont ils peuvent accéder à du foncier pour investir sur le territoire. Ça, c'est une bonne chose, parce que au niveau du développement économique, ça me paraît être de la première importance. Après, derrière, il y a au niveau de la stratification territoriale, il y a des responsabilités au niveau des collectivités, au niveau du département.
Au niveau de la région, puisque la compétence transport, relève de la région aujourd'hui. Et puis également, il y a un atout considérable aujourd'hui sur ce bassin d'habitat nîmois, c'est l'étoile ferroviaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de réfléchir au niveau de l'agglo sur comment faire évoluer ce contrat d'axe Alès-Nîmes, où il y a un flux de déplacement important pour des raisons économiques, et qui fait que on pourrait utiliser les gares existantes pour ramener notamment les enfants vers des structures éducatives de la grande ville, les gens qui se déplacent pour domicile, dans le contexte domicile-travail, et donc avec des politiques de rabattement de bus sur les gares. Et cette troisième voie, justement, alors elle sera là ou pas? Elle va exister ou pas? C'est une obligation. Elle va peut-être mettre un certain temps à se mettre en place, mais elle est indispensable. Et pour nous, Marguerite, elle est plus qu'indispensable. Je vais te dire pourquoi. Parce que nous, en prévision, et grâce à notre positionnement dans cette action politique, la gare de Marguerite a été rachetée. Et c'est la seule possibilité de débloquer des sillons pour remettre en circulation la gare de Marguerite vers la rive droite du Gare Royanien. Je pourrais te parler de ça pendant des heures. Ça va très vite, William. En tout cas, William, je voulais vraiment te remercier. De nous avoir reçu Benjamin Baron, qui est à la vision, le fidèle, comme je le précisais, et puis moi-même, parce que ça nous rappelle des souvenirs, et puis parce que, et ça, fallait-il le préciser une nouvelle fois, tu es un maire accessible. Je crois que ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Moi, j'ai rien à cacher. Je suis loin de la perfection. Je suis comme tous les hommes, avec mes qualités et mes défauts. Ça m'arrive d'avoir des turbulences intellectuelles et de me mettre en colère. Mais bon, ma foi, de temps en temps... Tu n'es pas un grognard, toi. Non, je ne suis pas rancunier. Et donc, je suis en capacité de travailler, y compris avec tous les gens qui m'ont fait des misères. Ils sont nombreux. Dans la mesure où, bon, je vais te dire, nous sommes là, prévoir l'avenir, je peux pas, les urnes, c'est une boîte à malice, je peux pas dire si je serai là en 2020, en tout cas je ferai tout pour y rester, et puis mon devoir, je crois que c'est l'écoute, bien sûr, le positionnement et le terrain, et c'est de faire en sorte que je puisse, à mon petit niveau, permettre l'avenir de mes administrés. Merci William Portal. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Il n'y a pas de quoi, Patrick, ça a été un plaisir pour moi aussi. À très bientôt, et puis restez-nous fidèles. Vous étiez plus de 1800 fidèles à la dernière émission. Bye bye, à très bientôt. Merci.